Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je le reçois sur ma chaîne. C'est un expert dans le domaine de l'immobilier, un investisseur de très haut niveau, un coach, un formateur. J'ai avec moi Ghislain Larochelle, immofacile.ca. Je suis fondateur de la compagnie immofacile.ca. J'ai plusieurs portes à mon actif et plusieurs flips aussi. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va parler de multilogement, on va parler du marché de 2023-2024, on va parler du chalet locatif, on va parler du développement que Ghislain y fait et encore plus. Donc, restez jusqu'à la fin et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Merci Ghislain. Merci, c'est un plaisir. Oui, c'est la deuxième fois que justement je te reçois. Puis la première fois, c'était à tes bureaux. Oui. Puis là, je suis content que tu t'es déplacé de la rive sud à la rive nord. Ouais, ça s'est bien fait. Exact, en plus. Fait là, c'est sûr que c'est la deuxième fois que je te reçois, donc on n'a pas besoin d'expliquer ton background ou quoi que ce soit. De toute façon, pour les gens qui connaissent pas Ghislain, où est-ce qu'ils peuvent aller en savoir plus sur toi? Sur immofacile.ca, c'est super simple et je suis chroniqueur LCN, je suis chroniqueur au Journal de Montréal depuis 2013 aussi, fait que ça fait plusieurs années. Fait que je suis pas mal partout dans les médias. Exact. Donc, on va pas vous faire plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. En date d'aujourd'hui, 2023, t'es rendu à combien de portes? Combien d'actifs immobiliers tu possèdes présentement? Présentement, j'ai 425 portes en partenariat et je suis en train de construire un 120 logements, fait que 3 fois 40 logements. L'an prochain, en 2024, on a un 80 logements qu'on est en train de faire les tests de sol et de se préparer pour. J'ai fait 92 flips, 72 conversions en condo avec des gens de votre équipe. Et j'ai 250 terrains de chalets locatifs que je suis en train de développer aussi pour revendre les terrains dans les Laurentides. Wow! À quel âge que tu as commencé dans l'investissement immobilier? Hey, j'ai commencé très, très tard. Pour vrai? Ah oui, j'ai commencé très tard dans les années 90. T'avais quel âge à l'époque? 30 quelques années, 33, 34 ans environ. Et qu'est-ce qui m'a donné le goût? C'est mon frère qui, je l'ai vu aller, il était plus jeune que moi. Il dit, voyons, t'achètes des immeubles. Hey, c'est des dettes. Puis moi, j'avais une croyance dans le temps que les meubles à revenus, c'était des dettes. Non, il dit, Ghislain, tu comprends pas. Il était complet avant. Fait qu'il dit, l'immeuble à revenus, c'est tes locataires qui payent tes dépenses et t'accumules. Fait qu'il m'a donné le goût. C'est lui qui m'a donné le goût dans ces années-là de faire mon premier immeuble, d'acheter mon premier immeuble et non pas d'être en location avec ma maison ou un appartement. Et j'adore ça depuis que je suis là. C'est ma passion. J'aime enseigner, j'aime l'immobilier et j'aime ça être avec vous autres. Question pour toi. C'est quelque chose que... tu sais, on voit beaucoup les histoires à succès avec tout ton pedigree de où est-ce que tu es rendu présentement. Mais ta toute première propriété qui t'a permis de te rendre là, où est-ce que tu es aujourd'hui, c'était quoi? Mon premier immeuble, je finis mes études et j'achète à Toronto un semi-détaché pour débuter. Et on est dans la période que les taux d'intérêt sont à 18-20%, donc très difficile à se faire financer. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que le vendeur m'a financé à 90% au complet, à un taux de 7-8%. Au lieu de 18%. Wow. Donc, j'ai apporté 10% de ma mise de fonds et j'ai été capable d'acheter mon premier immeuble. Et ça m'est pas réarrivé par la suite que me faire financer en balance de vente, qu'on appelle, à 90%. Et par la suite, mon deuxième immeuble a été un 6 logements. OK, fait que t'es parti d'un semi-détaché. Un 6 logements directement. Puis je l'ai encore, le 6 logements. Wow, nice. Ça fait plusieurs années. Puis, fait que toi, dans le fond, là, petite parenthèse, avec les taux d'intérêt que tu viens de me mentionner, là, ça te fait pas peur des taux d'intérêt à 5,35, 5,50 là? Non, on a vu du 18, 20. Fait que quand t'es plus vieux pis t'as des cheveux gris, là, c'est ça qui arrive. J'imagine. Puis là aussi, tantôt, on parlait juste avant de peser le record sur la vidéo, sur la caméra, mais ton parc, tu disais tantôt, tu l'as upgradé, t'as liquidé. Pourquoi? Puis qu'est-ce que t'as fait exactement? Ben, année 2020, 2021, 2022, avec le
COVID, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'aller vers changer de classe de multilogement. Okay. Fait que tout ce qui était petit logement, de 2 à 17 logements, j'ai tout vendu le parc au complet. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai voulu profiter des gens qui on va dire, garochaient pour aller acheter des immeubles. De l'effervescence du marché. De l'effervescence. Fait que j'ai réussi, j'ai très bien vendu, j'ai fait des bons profits. Et avec ça, j'ai été racheter des immeubles plus récents. Et j'ai acheté un parc, justement, en juin l'an dernier, un 96 logements avec flambant neuf, il y avait 1 an. Wow. Fait qu'il y avait 1 an, c'est que hyper rentable et ça vaut la peine. Et on sait que le taux d'intérêt est super élevé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une assumation d'hypothèque. OK. Fait que j'ai assumé l'hypothèque du vendeur. De cette façon-là, ben, je me suis ramassé avec un taux de, écoute bien, 1,9% sur 3 ans qui restait sur l'hypothèque. Parce qu'il y avait des immeubles qui avaient commencé à construire, mettons, là, 2 ans, 1 an et demi, 1 an, c'est que l'hypothèque était sur tous les 6 immeubles au complet, 6 fois 16, 1,9%. Yes! Nice! Ça, c'est bon. Ben, c'est sûr, ça devait être un petit peu complexe d'aller chercher ce produit-là avec la banque, là. C'est pas comme si, j'imagine, c'était pas aussi facile qu'on l'entend, là. Non, c'est pas, ça a pris quelques mois, je peux te dire, là, c'est sûr. Ça a pris quelques mois, mais on a réussi à tout faire les changements, puis ça a super bien été. Pour les gens qui savent pas c'est quoi, peux-tu leur expliquer? Ouais, l'assumation d'hypothèque, c'est par exemple, tu veux t'acheter une maison, tu veux commencer, puis le taux d'intérêt est à 6-7%. Fait qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir, tu demandes au vendeur, vous avez quoi qui vous reste comme hypothèque et c'est quoi votre taux d'intérêt que vous payez de votre hypothèque? Moi, dans ce cas-là, il restait X millions d'hypothèques et il y avait 1,9% d'intérêt. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va voir la banque, on se fait qualifier, c'est sûr, il faut que tu te fasses qualifier pour remplacer le vendeur. Et il y a un switch, il y a un peu de frais pour être capable de faire le switch, tu es qualifié. Et si la banque accepte, tu reprends l'hypothèque. À un moment donné, j'ai acheté un commercial et le vendeur avait 88 000 de pénalité pour casser l'hypothèque. J'ai dit, je vais la reprendre et je vais repartir avec ton hypothèque. Et là, la banque l'institution financière n'a pas voulu. Elle dit à la place, qu'est-ce qu'on va faire? On va briser l'hypothèque, on va te faire un taux pondéré entre l'hypothèque qu'il y avait du vendeur puis la nouvelle hypothèque, le nouveau taux d'intérêt que je m'en vais chercher. Fait qu'il y a plein de solutions, même si les taux sont plus élevés, pour être capable d'en tirer avantage. C'est sûr que quand tu travailles avec des investisseurs puis des courtiers immobiliers, c'est beaucoup plus simple. Quand tu es monsieur, madame, tout le monde, qui va rencontrer monsieur, madame, tout le monde avec des annonces hors marché courtier, là, c'est un petit peu plus dur à faire accepter puis à expliquer aussi en même temps. Non, effectivement, c'est un très bon point. Qu'est-ce qui m'amène justement dans un autre volet, quelque chose qui est quand même très tendance présentement, parce que même moi, je le vois que beaucoup de clients me sollicitent, puis justement recherchent du salaire locatif. Là, je sais qu'aussi, c'est quelque chose que tu formes beaucoup aussi, tes nouveaux étudiants là-dessus. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça, puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi avec ça, les projecteurs? Qu'est-ce qu'on fait? On sait que le 2020, 2021, 2022 a été comme on dit en anglais, le jackpot pour le chalet locatif. Tu pouvais plus aller dans le sud. Et c'est encore très, très bon. C'est encore excellent parce que là, l'inflation a augmenté. Les gens, oui, il y en a qui sont capables d'aller dans le sud, mais c'est pas tout le monde qui est capable d'y aller. Et qu'est-ce que ça fait, le chalet locatif? C'est ça rassemble des gens. En fin de semaine, j'ai 19 personnes qui s'en viennent dans un de mes chalets et ça rassemble. Fait que toutes les familles se mettent ensemble. Ça coûte 2500$. Ça leur coûte 125$ par personne. Puis la bouffe, ils amènent leur bouffe, ils ont tout l'équipement pour être capables de gérer. Ils n'ont pas besoin de s'occuper de faire le ménage, les draps, etc. Tout est occupé et c'est excellent. Fait qu'est-ce qu'on fait chez Mots Facile? On va aller donner des formations. On appelle ça des bootcamps de chalet. C'est 3 jours de formation. On fait ça 2 fois par année. Le jour 1, on monte la base du chalet locatif. Le jour 2, Airbnb. Et le jour 2, en après-midi, on a 2 autobus qui les attendent. Puis on va visiter. On va visiter du terrain pour leur montrer c'est quoi qu'ils doivent regarder quand ils achètent du terrain. Et les gens adorent cette fin de semaine-là.
Puis le dimanche, c'est plus la partie gestion, amélioration, optimisation d'un chalet, qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher au maximum. Fait que les formations ont lieu à Boucherville. On se rend dans les Laurentides, tout dépendant quelle zone il faut qu'il y ait des terrains ou des chalets disponibles. Fait qu'on détermine ça une semaine à l'avance. OK, on s'en va là avec la. Mais c'est assez impressionnant, 2 autobus bien pleins qui rentrent en forêt. Et je me rappelle l'an dernier, on l'avait fait au mois d'avril et c'était assez boueux, tellement qu'on avait demandé aux gens de s'amener des bottes hautes et même des bottes à pêche pour être capable de. Ça avait aucun bon sens. On avait été obligé de mettre des palettes dans le chemin où qui marche, des palettes de bois, pour que les gens puissent avoir un trottoir pour se rendre ces terrains. Ça avait pas de bon sens. Mais c'est pas tout le temps le même, inquiétez-vous pas. Nice! Puis toi, ton côté, là, présentement, tu disais aussi, c'est quelque chose que tu développes, tu fais du développement. Ouais. Fait qu'est-ce que je fais? Je fais beaucoup de développement. J'achète des forêts, souvent en montagne, au bord de l'eau, et qu'est-ce qu'on va faire? On va cadastrer, on va faire développer avec un arpenteur pour être capable d'aller cadastrer terrain. On va faire accepter ça par la ville. La ville dit OK. Puis ça prend entre 6 mois à 2 ans. Puis j'ai un de mes amis que ça y a pris 3 ans pour le faire. Fait que c'est tout du temps de l'argent qu'on investit, on investit. Et à un moment donné, là, on réussit à avoir l'approbation. Et après qu'on a l'approbation, ben là, c'est le déboisement de la rue. Après ça, c'est la construction de la rue. Une rue, pour les gens qui connaissent pas ça, ça va entre 500 $ à 3500 le mètre linéaire. Wow! Que ça coûte. Fait que c'est beaucoup de millions pour faire une rue. Tu vois, le dernier développement qu'on a fait à Saint-Côme, on a eu 750 000, 3/4 million juste de dynamitage. Wow! Mais quand vous construisez la rue, c'est pas la municipalité, comme les taxes que les gens vont payer. On pense tout ça, hein? Ouais, moi aussi, quand j'ai commencé, je pensais ça. Fait que le principe, c'est que la municipalité te donne l'OK. OK. Tu es obligé de construire une rue selon les règles de la municipalité et selon le MTQ. Avec les lampadaires, les bonnes fontaines. Pas en chalet locatif. Parce que t'as pas d'eau, t'as pas d'égout. C'est vrai. Et t'as pas de lampadaire dessus. Fait que, mais t'as une base solide que tu dois faire. Faut que tu respectes pas plus que 12% de pente. Fait qu'il y a une tonne de règles que tu dois respecter. C'est une firme d'ingénieurs qui fait les plans pour construire ta route. Après ça, c'est donné à un contracteur. Et après ça, quand la route est toute pleine, est toute belle, la municipalité vient voir puis ils disent OK, ça c'est bon. Ah, il manque un peu d'enrochement dans les fossés là. Il y a un petit peu trop de côte là. Fait que là, on modifie pour l'adapter. Et quand elle est modifiée, elle est donnée pour $1 à la ville. Elle est donnée à la ville. C'est ça, elle est donnée à la ville. Okay. Donc, la ville nous permet de développer. C'est le développeur qui va aller faire la route. Qui assume tous les frais. Puis dans le fond, il se fait payer avec les ventes, les transactions. Fait que quand tu veux acheter du terrain, si la route est pas faite, le terrain coûte moins cher. Okay. Parce que le développeur va prendre cet argent-là pour être capable de développer sa rue. Et une fois que la rue est toute développée, qu'elle est rendue municipalisée, là, les prix doublent et triplent parce que là, tu peux construire après-demain. OK. C'est un peu ça le principe du développement de terrain. Puis tantôt, tu me parlais des désavantages, non pas des désavantages, mais les difficultés à trouver des bons spots, des terrains pour faire du chalet locatif, ou trouver tout simplement des secteurs pour faire du chalet locatif. Peux-tu expliquer aux gens c'est quoi les difficultés présentement? C'est parce que c'est pas tout le monde qui a la patience puis l'expertise non plus pour aller développer des montagnes puis du terrain comme on fait. Ça, c'est sûr. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu dois aller trouver un terrain, puis c'est souvent pas des grandes villes, c'est des petites villes ou des villages qui acceptent la location court terme. Là, le gouvernement, il a donné jusqu'en mai 2023 pour décider est-ce que vous acceptez ou vous refusez la location court terme. Qu'est-ce que vous pensez que les petits villages font? Ça va aider le dépanneur, ça va aider la station-service puis le métro. Est-ce que vous acceptez qu'on a une partie du village qui soit en location court terme? Ça va attirer du monde, mais il va y avoir des parties, il va y avoir plus d'activités, plus de gens qui vont passer dans le chemin, plus d'entretien de chemin. Est-ce que vous votez pour ou vous votez contre? Ça passe pas. C'est sûr, c'est sûr. Fait que de moins en moins, il y a de terrains chalets locatifs. Un exemple, en Estrie, sur le lac Boissonneau, dans le petit village de Saint-Claude, il y a 14 ou 17 chalets locatifs qui sont permis autour du lac, sur une 50aine. Ces chalets-là, le même chalet, un à côté de l'autre, un qui a le permis de faire de la court terme, l'autre qui l'a pas, il vaut 100 000 de plus. C'est sûr. Fait que tous les chalets qui ont le permis vont augmenter de beaucoup de valeur. Puis là, on en voit de moins en moins. Les gens veulent plus ou moins en faire, mais ça l'attire plein de monde. Là. Pensez à Tremblant, là.
Ben, c'est sûr. Avant que Tremblay existe, là, 25, 30, 40 ans, là, que c'était pas aussi populaire que ça. C'est un petit village, puis là, ça a grossi, ça grossit, ça grossit, puis là, c'est rendu un endroit que tout le monde veut aller. Vraiment. Vraiment. Avec tout ce qui se passe, l'inflation, les taux d'intérêt et justement le marché que tout le monde pense qu'il va se stabiliser ou crasher ou whatever. Est-ce que tu penses que justement, plus qu'on est loin, ça risque plus d'affecter en premier justement les chalets, ces choses-là, d'impacter les valeurs des chalets? Mais le défi là-dedans, c'est que plus tu es loin de la ville, moins ton chalet va valoir cher. C'est ça. Parce que ta location va diminuer. Par exemple, on est à Montréal, on s'en va à Mont-Laurier. Mm-hmm. On s'en va de Nomineng. Fait que là, c'est 3-4 heures de... Je suis pas sûr du temps. Mais c'est 3-4 heures de route là, puis ça rentre là le vendredi soir, c'est à 15. Et c'est plus tannant. Si tu es à 45 minutes de la ville, là, ta valeur est plus élevée. 100%. Fait que puis la location est plus vite et plus rapide aussi, là. Moi, je suis à 1h15 de la ville et toutes mes fins de semaine sont louées. Je n'ai manqué une l'année dernière. C'est tout. Toutes les fins de semaine, tout l'été, c'était loué. Mais Pendant toute l'année? Pendant toute l'année, mais pas durant la semaine. OK. Les fins de semaine, je te parle. Oh, oui. L'été, oui, durant la semaine, non. Puis même aussi, j'imagine que les fins de semaine, il faut que tu te prennes en avance pour ceux qui veulent une fin de semaine. Exactement. Fait que là, dans le temps du COVID 2020-21, il fallait que tu réserves quasiment 3, 4, 5, 6 mois d'avance. Wow. Là, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a diminué. Là, maintenant, 1, 2, 3 mois, tu es capable d'avoir des spots hors été. Mm-hmm. Mais j'ai déjà le 3/4 de mon été qui est plein, 5-6 mois d'avance, presque à chaque année. Fait que la valeur à l'externe, plus t'es loin, moins ça vaut cher. Même si t'as un super beau chalet d'1 million, c'est loin à se déplacer. C'est quoi les raisons souvent que tu vois que les gens ils débarquent lorsqu'ils se sont lancés pour faire du chalet locatif? C'est quoi tu vois souvent qui font que c'est trop de gestion? Est-ce que ils ont pogné un mauvais spot et la rentabilité est pas wow? C'est quoi que tu vois souvent? Tu as pas mal répondu. Ah ouais? C'est la rentabilité, premièrement. Deuxièmement, on en voit qui veulent l'avoir pour eux autres mêmes. Souvent, il y a 3 types de clientèle dans le chalet locatif. Tu as le gars qui est comme moi, on loue au maximum. Mm-hmm. Tu as le gars qui dit, on va en profiter 1 ou 2 fins de semaine par mois. Puis d'abord que mes dépenses sont payées. Et tu as la personne qui, une fois de temps en temps, va louer quand il n'est pas à son chalet. Mais elle va part 2 semaines dans le sud, elle va louer chez elle. C'est les 3 types de clientèle qu'on retrouve. Et les gens sortent du chalet locatif souvent parce qu'ils essaient de tout faire eux autres mêmes. Tu sais, l'organigramme, là, moi, là, puis qui gèrent tout eux autres mêmes, là, c'est ces gens-là qui marquent. OK. Ou ils sont rendus un petit peu trop revenus. Puis, dans un autre volet, par rapport au marché de l'immobilier, comme que je viens de le dire, avec tout, qu'est-ce qu'on entend en ligne, dans les journaux, les taux d'intérêt, l'inflation, tout coûte plus cher. Comment tu vois le multilogement pour 2023-2024? Ça va être une belle occasion d'opportunité. Puis, même si les taux d'intérêt sont élevés, tantôt, je vais donner un exemple comment être capable d'aller chercher plus bas. Et pourquoi? C'est parce que présentement, les gens sont sur les briques. Dans le temps du COVID, c'est le temps d'investir dans le multilogement, tout le monde se garochait. Là, les gens sont plus sur les freins, on va dire, le break à bord. Ouais. Et là, quand les taux vont recommencer à baisser, parce qu'on s'attend que les taux vont baisser dans pas longtemps, là, les gens vont tous aller se relancer dans le multi. Fait que c'est quand les gens se sortent que souvent c'est le temps d'embarquer. Là, qu'est-ce que je vous dis, c'est que ça veut pas dire qu'il va être rentable la première année. Ça veut pas dire que tu vas avoir des bons revenus tout de suite, mais quand tes taux d'intérêt vont rebaisser, au moins tu vas être positionné, tu vas avoir un immeuble, tu vas avoir été capable de l'acheter. Et on a beaucoup de demandes. Il manque, je crois que la PCHU disait qu'il manquait 100 000 logements au Québec. Avant ça, quand les gens étaient capables de s'acheter des maisons facilement avec des taux d'intérêt bas, j'avais quelques logements de vide. Là maintenant, oublie ça, là, on est des listes d'attente. Ah oui? On a des listes d'attente. Je suis en train d'en construire un. On a débuté il y a 3 semaines et ils ont mis la première pelletée de terre. La première journée, il y a 5 personnes qui ont appelé pour avoir un logement qui va être prêt dans 1 an. Ça, dans le fond, parce qu'ils ont juste vu le panneau, là. Ils ont vu l'affiche. Ils ont vu un panneau, ils ont vu une pelle avec des bulldozers, puis tout l'équipement qui était là. Hey, ça s'en vient. Je vais avoir un logement. Wow! Alloué, là. Alloué. Fait que les gens sont soit dans les environs ou ils ont passé à côté, puis c'est des logements qui vont être flambant neufs et les gens
On n'a même pas mis aucune annonce. Wow! On a 25% de loué en 3 semaines. Combien vous demandez de... Les prix vont varier de 1500 à 2600 par mois. Pour des 4,5, j'imagine? C'est les 2600, c'est des 5,5, c'est des grands 5,5 avec balcon. Mais on est dans la région de Québec, on est face au fleuve, fait qu'il y a une vue incroyable qui va y avoir. Puis, qu'est-ce qui est bizarre, c'est que c'est toutes les plus chères qui sont louées en premier. En plus. Arrête de niaiser. Non, je te le dis. Toutes les plus chères sont parties? Toutes les plus chères sont toutes parties. Sont toutes parties parce que la vue est là et c'est ça. C'est ça qui est arrivé. Fait que là, on va avoir, on a utilisé ce qu'on appelle la PH Select pour avoir des loyers modiques à travers. OK. Fait qu'il va y avoir 10% des loyers qui vont être modiques à travers cet immeuble-là. La PH Select, le programme, c'est quoi exactement pour les gens qui ne savent pas? La PH Select, qu'est-ce que ça permet? C'est un programme de la SCHL qui permet aux promoteurs comme moi d'aller construire encore, même avec des hauts taux d'intérêt comme là. Fait que ça permet d'amortir ton hypothèque de 25 ou 30 à 50 ans maximum. Tes frais de SCHL sont beaucoup moins élevés, fait que ton pourcentage est beaucoup moins élevé. Pour être capable d'aller faire ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu es obligé d'avoir rendement énergétique, loyer modique que tu es obligé d'avoir pour ton immeuble. Fait que ça permet aux gens qui ont un peu moins d'argent de pouvoir se loger parce que du neuf, c'est très cher. Et tu vois, nous autres, on va être entre 900 et 1000 pour du loyer modique pour le même logement qui serait à 1500 à 2000. OK. Fait que c'est prévu dans nos prévisions qu'il va y avoir une partie qui va être en loyer modique. OK, parfait, ça fait du sens. Tes stratégies pour lorsque quelqu'un achète justement un multilogement puis c'est cash tout négatif, parce qu'on s'entend avec la hausse des taux, c'est sûr avec tes étudiants ou toi-même tu le vois dans le vieux, c'est peut-être une des raisons pourquoi tu vas dans le neuf, mais à part que c'est du neuf et que tu as moins de casse-tête. Ouais. Mais souvent quand tu achètes du vieux, ça vient plus souvent que rarement avec des loyers qui sont pas intéressants. C'est une réalité. Mais moi, comme que je dis aux gens, c'est que quand on achète un immeuble à revenu, on achète le potentiel ces temps-ci. L'ancienne école de pensée qui était faut faire son profit à l'achat, mais la réalité d'aujourd'hui, faut faire avec. C'est très difficile. Exactement. Très difficile. Donc, mais que de l'acheter quand même, puis de faire son optimisation sur le long terme, ça devient un investissement, le prix qu'on a payé, puis le risque qu'on a pris. Mais c'est quoi tes stratégies pour lorsque quelqu'un achète un immeuble avec des loyers bas? Première chose à regarder, est-ce qu'on est capable d'avoir des loyers qui sont vides ou que les gens vont quitter? Ça, c'est la première chose. Parce que si tu mets 30-40 000 dans un logement et tu es capable d'augmenter le loyer, là, tu vas aller le rentabiliser dans ta première année. Fait que ça, première chose, regardez, est-ce qu'il y a des logements qui sont vides? Est-ce qu'il y a des logements qui la personne va déménager ou est-ce qu'il y a un propriétaire occupant que tu veux pas qu'il reste là, que tu le mets dans conditions qui s'en aillent? Ça, c'est les premières choses qu'on va regarder. La quatrième chose, est-ce qu'il y a une assumation d'hypothèque de possible? 1,9% pour 1,9, 2%, 2,5%. Et ça va diminuer ton stress du côté du financement. Autre chose, cinquième, la négociation. Les prix ont baissé dans le multilogement dans la dernière année. Donc, est-ce qu'il y a des baisses potentielles? Parce que là, il s'en vend, mais plus tant que ça, à cause de la mise de fonds qui est requise, à cause de la valeur économique qui a beaucoup baissé. Fait que, est-ce qu'on est capable d'aller négocier? Est-ce qu'il y a d'autres opportunités, d'autres options que tu es capable de faire pour diminuer ton impact avec la mise de fonds? Par exemple, balance de vente. Fait que la banque te revient et dit tu as besoin de 50%, Christopher. 50% de mise de fonds. Est-ce qu'il y a une balance de vente du vendeur qui pourrait être possible? Et là, les vendeurs sont de plus en plus aptes à ça. Et je vous le dis, 2023-2024 va être l'année de la balance de vente. Ça, c'est vrai. Ça va être l'année de la BV parce que souvent, tu n'as pas le choix pour être capable d'acheter. C'est la façon que tu vas le faire. Fait que les 6-7 idées pour être capable d'aller dessus, mais il faut faire une offre. Si tu ne fais pas d'offre, c'est sûr que tu n'auras pas de deal. 100%. Mais si tu rentres un offre, tu sais jamais. Je pourrais te raconter plein d'histoires d'offres que j'ai faites et que, voyons, il n'acceptera jamais ça. Mais oui, il l'a accepté parce qu'il y avait une condition qu'il voulait l'avoir. Ça faisait du sens. Puis c'est ça, je dis pas d'aller faire un offre à 50% de ce qu'il demande. Mais d'aller le baisser un peu puis aller justifier votre offre, c'est là que ça va atteindre. 100% d'accord avec toi. En combien de temps qu'on peut grossir un parc immobilier? La question est très difficile. Avoue, hein? C'est ça que je leur dis. Puis pourquoi? Ça dépend du temps que la personne met.
On va prendre deux scénarios. On va prendre Paul puis Nathalie. Paul, lui, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est qu'il a une job à temps plein. Il met 2-3 heures par semaine pour bâtir son parc. Nathalie, elle met 20 heures par semaine. Et là, je pense à deux personnes dans ma tête quand je dis ça. Elle met 20 heures par semaine. Puis Nathalie, je l'ai rencontrée la semaine dernière. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a envoyé 100 lettres dans sa semaine pour voir s'il n'y avait pas des immeubles. Elle a été au registre foncier de je ne sais plus combien d'immeubles. Elle a cogné aux portes. Elle a fait plein d'actions pour bâtir son parc. Paul, il a fait 2 heures. Fait à quelle vitesse que c'est? Paul va peut-être acheter un immeuble par année aux 2 ans. Nathalie va peut-être en acheter 3-4 par année. Fait que son parc va augmenter beaucoup. Fait que, première chose, c'est la gestion du temps, ton temps que tu veux investir, les outils que tu vas utiliser, l'équipe que tu vas avoir autour de toi qui va pouvoir t'aider et bien sûr, passer à l'action. Fait que c'est les 4 conditions qui vont faire la différence entre Paul et Nathalie. Nice. C'est très bien expliqué. Tu sais quoi, c'est la même chose que je vois de mon côté quand les gens me contactent. Quand je magasine avec les clients, il y en a, c'est sûr, qui sont plus laid back, puis ils vont s'attendre à juste recevoir les propriétés. Puis tu le vois qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus proactifs. Là, c'est comme, OK. Ils foncent. Ils foncent. Ils passent à l'action. Exactement. Fait que, puis ça, la personne qui va s'asseoir puis va attendre que le courtier l'appelle, son parc, il va prendre du temps à monter. Sincèrement. Puis, tu sais, je le vois même dans ceux dans mes clients. Pas juste qui sont motivés, qui passent à l'action, mais tu sais, ceux qui sont plus, qui attendent que c'est le courtier qui fasse tout pour eux autres, ben, généralement, ça va plus aller dans du résidentiel, puis ça va plus stagner, puis ça va prendre plus de temps. Là, c'est ceux qui sont motivés, là, des fois, ils me rappellent, puis hey Chris, je suis déjà en mode refinancement, puis je suis comme, je viens de l'acheter. Puis le refinancement, il y a déjà un gros montant, puis il est déjà capable de faire quelque chose d'autre. Je suis comme, waouh! T'aurais dû l'acheter, hein? Ben, avoue, des fois, c'est ça. Des fois, je me le dis, quand je visite avec des clients, puis je suis comme, OK, s'il le prend pas, c'est sûr que je le prends. Puis finalement, il prend, puis il finalise. C'est bon, ça. Vraiment. Puis, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui grossissent rapidement? Mais ceux qui, admettons, ils ont acheté, c'est leur premier immeuble qu'ils achètent en 2023, puis qui grossissent rapidement. Mais il y a 2 choses. Les gens pensent que la seule façon de grossir rapidement, c'est avec de l'équité. Fait que t'attends que ton immeuble ait pris une valeur, puis après ça, tu refinances, tu refinances, puis là, tu fais ça en ligne. Ça, c'est super long. Tandis que quand tu y vas avec du partenariat, avec des gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas de temps, là, ça va vite en tabarouette. 100%. Fait qu'il n'y a aucune limite, là. Tu peux en acheter 10 immeubles dans ton année, puis tu y vas tout le temps avec des gens qui, mon record a été 37 dans la même année, avec du partenariat. Mettons, on prend ça simple, là, OK? 50-50. OK. Toi, tu as le cash. OK? Moi, j'ai l'expertise, je vais gérer, j'ai les connaissances, j'ai les formations et je vais m'occuper de tout. Et toi, tu vas avancer l'argent pour être capable d'embarquer dans le projet. Fait que, on va splitter moitié-moitié. On va splitter moitié-moitié les profits et quand on va revendre, on va splitter moitié-moitié aussi. Puis là, les gens disent, ouais, mais moi, je vais avoir 100% de l'immeuble. Puis le problème qu'il y a, Christopher, c'est quand tu as 100%, là, combien tu peux en acheter de temps? Mettons, tu achètes un triplex aux 2 ans, tu réussis à refinancer, puis tu fais du 50-50, puis tu achètes 2, 3, 6 logements dans ton année, ben tu as plus de portes en étant partenaire que si tu attends que de refinancer, etc. 100%, c'est vrai. Mais le défi là-dedans, puis je le vois souvent avec mes groupes, avec les gens qui suivent mes cours, c'est qu'il faut que ce soit des gens qui soient silencieux. Ça veut dire que c'est des investisseurs passifs, c'est des investisseurs qui viendront pas te conseiller sur la couleur de la peinture, puis te conseiller sur le type de toilette que tu vas mettre à l'intérieur. C'est réellement des passifs. Puis ça, on l'a vu. C'est ça qu'il faut faire. Alright. Puis dernière question. J'avais vu une de tes vidéos en ligne où est-ce que je pense que tu parlais. C'est comment acheter un immeuble par année. Ouais. C'est tout ça que tu viens de détailler? Oui. Fait que c'est d'aller soit de l'équité, soit du partenariat. C'est les 2 façons pour être capable de l'acheter. Faut pas avoir peur d'aller chercher des partenaires passifs. C'est tellement merveilleux, là. C'est que les gens amènent de l'argent. J'ai des partenaires, là. C'est mon 18e projet que je fais avec des partenaires. OK. Il y en a qui n'ont jamais vu les immeubles. Arrête. Ils n'ont jamais vu les immeubles. Ils font confiance, ils regardent les chiffres. Parce que souvent, dans le multi, tu peux pas aller faire visiter monsieur, madame, tout le monde, des partenaires, souvent dans l'immeuble. Et ils n'ont jamais vu les immeubles, mais ils ont une rentabilité mensuelle ou trimestrielle, puis ils sont super heureux. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui désire se lancer en 2023, qui a peur, qui écoute toutes les vidéos sur TikTok ou les réseaux sociaux qui lui font plus de crainte, ceux qui croient que le marché de l'immobilier va s'écrouler puis que c'est dans quelques années qu'ils vont pouvoir tout ramasser, les propriétés qui sont en reprise de finances, et j'en passe. Ton conseil pour ces gens-là, là? C'est sûr que je veux parler de formation parce que je suis dans la formation, c'est d'aller chercher les connaissances, être capable de comprendre comment
comment le marché fonctionne. Et je suis sûr que vous avez appris des choses aujourd'hui, être capable de comprendre les différentes techniques qu'on est capable d'utiliser pour investir en immobilier. Mais le plus important, Christopher, c'est de passer à l'action. C'est de se trouver une bonne équipe autour de soi, passer à l'action, puis les jeunes peuvent débuter aussi. Tu as 20 ans, tu as 22 ans, tu as 24 ans, tu n'as pas tout l'argent, mais il y a des façons d'être capable de débuter en immobilier et ça se fait, il y en a plein qui le font à chaque mois, à chaque semaine, il y a des gens qui achètent des très bons immeubles. Juste avant de te laisser partir, Ghislain, où est-ce que les gens peuvent te contacter ou sinon, qu'est-ce que tu aurais à offrir aux gens? Parce que je sais que tu donnes des formations, séminaires, il y a ton groupe Facebook, mais as-tu quelque chose pour les gens qui pourraient recevoir? Ben, les gens peuvent me contacter sur imofacile.ca, ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions. Et pour les gens qui veulent débuter, on a un livre qu'on donne de presque 300 pages, Investir en 90 jours avec un S.com. Je vous l'offre aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. C'est un lien privé que vous allez avoir. Vous allez là-dessus, je vous donne le livre. Vous avez seulement à payer environ 7 $ pour les frais de livraison. Ça va me faire plaisir. Vous allez voir, vous allez apprendre dedans. Alors, encore une fois, merci pour votre écoute et on se revoit dans la prochaine vidéo. Merci Ghislain. Merci.